Réflexion et surinterprétation. Voilà la thématique qui sera abordée dans le cadre de cet enregistrement qui est produit lors du mois de juin de l'année 2024. Donc, avant d'aborder ce sujet à proprement dit, je tiens à mentionner aux gens que j'ai mis récemment sur ma chaîne YouTube un enregistrement de Berthold qu'il a fait au mois de mai de l'année 2024. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué ce mois à côté de l'enregistrement lorsque je l'ai mis en ligne lors du mois de juin. Donc, bien que j'ai mis cet enregistrement en ligne lors du mois de juin de l'année 2024, il n'y a pas d'erreur. Selon Berthold, il me dit qu'il l'a produit au mois de mai 2024, donc c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué mai 2024. Ce qu'il me mentionne en ayant échangé avec lui, c'est qu'il me prend une pause là, pour l'été. En fait, j'y avais proposé de réaliser avec moi une entrevue. Donc, il a décliné mon invitation. Néanmoins, il m'a partagé un enregistrement que j'ai mis donc en ligne sur ma chaîne YouTube. Naturellement, c'est dans les prochains jours, étant donné qu'il a fermé sa chaîne YouTube là, il y a quelques semaines de Berthold. Si dans les prochains jours, il a envie de me partager d'autres enregistrements, naturellement, ça peut être possible pour moi là, de les diffuser là, sur ma chaîne de diffusion web, YouTube. À ce moment-là, vous aurez peut-être avoir d'agréables surprises là, dans quelques jours, quelques mois, là, si j'en mets d'autres de disponibles. Donc, Berthold étant une personne que j'ai interviewé là, à plusieurs reprises au fil des ans. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, étant donné que nous partageons plusieurs choses ensemble, c'est-à-dire que on a tous les deux un regard très critique par rapport aux politiciens. Et puis, Berthold aime apprendre des choses d'une manière autodidacte et moi pareillement. Donc, on a quelques points en commun comme ça. Peut-être que j'aurai le plaisir de le réinterviewer là, un peu plus tard à l'automne. Donc, dossier à suivre. Sinon, je vais aborder naturellement le sujet que j'ai annoncé aujourd'hui. Donc, réflexion et surinterprétation. Tant que l'individu réfléchit, eh bien, il y a un risque de surinterpréter certaines informations, décolorer avec l'ego, sa subjectivité. Tant que l'ego réfléchit, il n'est pas en contact avec le réel. Il n'est pas en contact avec un savoir vibratoire parce que soit la personne œuvre d'une manière avec une conscience psychologique, soit la personne est en contact dans l'instantanéité et l'immédiateté avec un savoir vibratoire qu'il capte vibratoirement. Donc, tant que la personne est dans l'interprétation ou la surinterprétation, c'est parce que la personne fonctionne d'un mental psychologique. Interpréter les faits, c'est les donner un sens par rapport à l'ego. Donc, c'est l'ego qui va donner un sens, par exemple, à des événements qui concernent la vie d'une personne ou d'une collectivité, où la personne fait de l'interprétation. On le voit dans le domaine de la psychanalyse, hein? Donc, de l'interprétation des rêves. Donc, la personne donne un sens aux rêves en fonction de sa subjectivité. Donc, la réflexion de forme. Tandis que si la personne procède d'une conscience vibratoire, la personne ne réfléchit pas et la personne ne va pas surinterpréter des faits. Donc, elle ne sera pas dans une perspective d'œuvrer d'une manière psychologique qui l'amènerait à rationaliser des faits, des informations, des données, des événements, en les interprétant en fonction du mémoriel du passé, qui va conditionner le regard qu'il a sur le réel. Tant que la personne interprète, bien entendu,
il peut sous-interpréter ou surinterpréter, mais sa perspective qu'il a avec le réel est coupée de l'essence des choses. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si la personne regarde la réalité avec des lunettes fumées. Donc, si la personne regarde la réalité avec des lunettes fumées qui sont noires, la personne peut regarder les choses en déformant la réalité en étant pessimiste. Si au contraire la personne regarde la réalité avec des lunettes roses, elle peut être d'une perspective d'un optimisme spiritualiste, infantilisant et naïf. Mais si la personne regarde la réalité sans qu'elle ait des lunettes, ou si elle a des lunettes mais elles sont transparentes, parce que l'ego est libre de certaines polarisations, ben, il va plus cerner le réel. Bien entendu, dans le fond, l'ego, est-ce qu'il peut accéder à une objectivité absolue? La réponse, c'est non, tant aussi longtemps que l'individu réfléchit. Mais est-ce qu'un individu qui est en contact avec une conscience impersonnelle qui parle à travers lui peut tendre davantage à l'objectivité? Certainement. Par contre, un peu comme quelqu'un qui fait un match d'improvisation, tôt ou tard, l'ego peut décrocher. Pourquoi? Parce que il y a certaines formes qui lui sont présentées dans le mental par l'esprit, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs, qui peut lui occasionner des chocs énergétiques ou lui faire écho du mémorial. Puis à un moment donné, l'individu est confronté à des idées dans sa tête qui lui créent des chocs, qui réactivent dans certains cas des mémoires traumatiques du passé qu'il n'avait pas encore neutralisées. Qui peuvent faire interférence sur sa captation du réel. Mais c'est sûr que l'un des pièges qui peut guetter l'individu, qui se conscientise, qui devient plus sensible, qui développe une double vision de la réalité, c'est-à-dire percevoir la réalité par rapport aux événements sur le plan physique, mais percevoir la réalité aussi en relation à une captation des essences énergétiques des individus, des environnements, des collectifs qui sont derrière les formes apparentes de l'environnement. Mais le risque en percevant ces formes énergétiques, c'est de les surinterpréter ou surinterpréter l'activité de l'esprit. Donc, quelqu'un écoute une conférence, il entend parler dans une conférence qui porte sur la conscience supramentale que les nouveaux initiés, c'est-à-dire les nouveaux individus qui sont mis en initiation, c'est-à-dire les nouveaux individus qui sont initiés à une conscience nouvelle malgré eux, c'est-à-dire qui passent d'une conscience ancienne à une conscience nouvelle parce que ça leur est imposé par des raisons de programmation vibratoire en relation avec une conscience éthérisante qui les sort d'une conscience psychologique qui les lie à l'astral. Donc, c'est des gens qui vivent cette conscience-là, l'individu entend parler de ça, puis que s'il y a à vivre la conscience, il va vivre des oppositions. Puis à partir de ce moment-là, la personne, si elle réfléchit, elle va interpréter son quotidien d'une manière différente. Et l'un des pièges, c'est de surinterpréter les contrariétés de la vie, qui ne sont pas nécessairement des oppositions énergétiques de l'esprit, pour amener un changement au second niveau de sa psyché, puis de donner un sens psychologique par rapport à ça, alors que ça n'a pas lieu d'être. Pour vous donner un exemple concret, si quelqu'un se lève le matin, il se regarde dans le miroir pendant qu'il se brosse les dents, puis il se rend compte qu'il y a davantage de cheveux blancs ou que des cheveux qui tombent sur la tête ou qu'il lui pousse des poils sur les oreilles alors qu'il a passé l'âge de 40 ans, c'est des signes du vieillissement. C'est en relation avec le processus de l'obsolescence du corps biologique qui, dépassé l'âge de la puberté, se met à vieillir, connaît des modifications, des changements, puis là, il est en période de déclin. Donc, ça, c'est des contrariétés liées à la programmation biologique du corps. Est-ce que c'est l'esprit qui engendre ça d'une manière délibérée, le processus de vieillissement, pour créer une opposition, une tension par rapport à l'ego? La réponse, c'est non. Donc, si la personne dit à une autre personne, c'est l'esprit qui cherche à avoir une capacité de contenance qui fait en sorte que
Je perds des cheveux, mais j'ai de plus en plus des cheveux blancs, puis j'ai des poils qui me poussent un peu partout sur le corps alors qu'il n'y en avait pas autant qu'avant. Ben, ça, c'est de la surinterprétation. Même chose pour quelqu'un qui sort dehors, qui va, par hiver québécois, sortir en plein mois de février, alors qu'il fait moins 30 degrés Celsius avec le facteur vent, puis la personne gèle. Lorsqu'elle respire à l'extérieur, il y a de la buée qui se forme parce que l'air qui sort de sa bouche et ses poumons est plus chaud que l'air ambiant. Donc, le point, c'est que ça, c'est des contrariétés en relation avec le climat. Ça n'a aucun rapport avec l'esprit. Les oppositions non en relation avec l'esprit sont des oppositions qui ne sont pas en relation avec les contrariétés usuelles de la vie. C'est des oppositions qui amènent un changement vibratoire au second niveau. Quelqu'un qui se voit vieillir à chaque fois qu'il se lève le matin dans le miroir, surtout si la personne est coquette puis elle donne de l'importance au corps physique puis le corps se dégrade, quelqu'un peut dire ben, c'est parce que l'esprit m'amène à me libérer de la forme de mon corps, ce qui fait en sorte que je suis confronté au vieillissement. Non, c'est tout simplement une programmation biologique. De dire ça, ça crée une surinterprétation. Même chose pour l'ego qui va dire ben l'esprit me teste parce que lorsque je sors dehors, il fait froid, ça me contrarie, mais il faut que j'aie la volonté pareil d'aller à l'extérieur, faire ma marche pour me garder en forme. C'est pas l'esprit qui le teste, c'est la température qui est désagréable dans le contexte. Donc, il faut démystifier certaines choses. Par contre, dans certains cas, il y a lieu d'être de parler que l'esprit crée une opposition. Mais l'opposition qui est créée par l'esprit crée toujours un choc énergétique qui déstabilise l'ego dans son rapport au mémoriel, dans ses assises, dans sa structure énergétique. Donc, ça peut être par personne interposée qu'une personne confronte l'ego en le faisant réaliser qu'il est vaniteux. Donc, il donne par exemple beaucoup d'importance à son apparence corporelle, à la beauté de ses cheveux. Là, ça saisit l'ego. C'est des confrontations qui amènent l'ego, c'est suffisamment transparent alors qu'il vit la confrontation, à réaliser qu'il est désajusté. À un certain niveau, dans le passé, parce que j'ai interviewé Marc Delassalle là, à plusieurs reprises, ça a été quand même un invité, dans le fond, que j'ai interviewé là, à plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Donc, là, présentement, il est décédé, mais dans les interactions que j'ai eues avec lui dans le cadre d'enregistrements ou dans ma vie privée, parce qu'en dehors des enregistrements, d'une manière amicale, on se voyait lors de repas, ce que je pouvais dire, c'est qu'il m'a amené des confrontations qui m'ont créé des chocs au niveau énergétique, des réalisations comme spontanées, où ça m'a fait réaliser, ouais, telle chose, c'est pas ajusté. Puis, c'est très dur pour un ego de réaliser que, par exemple, tu dis quelque chose, puis vibratoirement, c'est pas ajusté, puis l'autre véhicule une vibration qui est en conformité avec ce que tu captes intérieurement simultanément, qui va corroborer que telle chose n'est pas ajustée. Donc, c'est comme quelqu'un qui donne plus de puissance à la petite voix intérieure qui confronte la personne dans sa conscience. Des fois, on n'écoute pas notre voix intérieure, on ne veut pas entendre ce qu'elle a de dire, puis à un moment donné, confronter un événement choc ou une opposition significative qui fait qu'on est obligé de changer, de s'ajuster. Mais les événements oppositionnels pour l'ego, c'est des événements qui amènent un changement intérieur réel, qui le met en initiation, c'est-à-dire qu'il fait passer d'un état A à être initié à un état B, donc un état de conscience ancien, un état de conscience nouveau, ça amène un changement vibratoire et un ajustement plus grand avec le réel. Donc c'est la fonction de l'esprit. Puis en parallèle, ben, on a le plan astral qui cherche à créer un maximum de formes,
Donc, pour que l'ego soit pris un peu comme une araignée dans une toile où ce que la personne, de plus en plus, est soumise à des formes, est soumise à des mesures de contrôle, de surveillance, etc. L'esprit de contrôle du plan astral se traduit sur le plan physique par la multiplication des mesures de surveillance et de contrôle des citoyens, entre autres. Donc, on voit ça, par exemple, avec l'utilisation de la reconnaissance faciale, entre autres, dans certains endroits dans le monde. Prenons, par exemple, en Chine, où la technologie permet de reconnaître le visage de citoyens sur la rue et d'identifier leur nom, les informations qui se rapportent à eux. Ensuite, la surveillance des gens sur Internet, surveillance des transactions financières, surveillance des conversations faites sur les téléphones intelligents, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'astral qui surveille, qui cherche à contrôler, qui va chercher à tout interpréter les faits et gestes des citoyens. Et ça peut amener place à de la surinterprétation, et ainsi de suite. Ce qui est une démarche très différente de celle de l'esprit. L'esprit est en opposition avec le plan astral, car le plan astral cherche à conserver ses assises, ses acquis, donc à rester en puissance. Donc le mémoriel qui est là va chercher naturellement à ne pas être remis en question par de la nouveauté. Mais l'esprit, dans sa nature, dans son essence, est un destructeur de forme et l'individu qui met en initiation par l'esprit est appelé à devenir lui-même un destructeur de forme et à avoir une puissance, une force de contestation en proportion. Mais la distinction entre les contrariétés que j'appelle la vie, contrariété, il y a des changements corporels, l'aspect climatique, mais une mise en initiation réelle, c'est par exemple la personne qui, du jour au lendemain, voit sa maison qui passe au feu, alors qu'elle n'a pas cherché ça, elle n'a pas cherché à provoquer ça. Ben, la personne est confrontée à une situation choc dans sa vie, où elle ne peut pas aller dormir chez elle le soir parce que le logement ou la maison est brûlé. La personne doit aller ailleurs. Donc, ça amène un dégagement de forme auquel elle pouvait être attachée. C'est instantané, c'est immédiat. Surtout si dans la maison ou le logement qui a pris en feu, il y avait des boîtes remplies de photographies. Donc, c'est du jour au lendemain, elle perd ses photographies et elle ne les avait pas numérisées. Donc, c'était des photos analogiques qu'elle n'a pas sauvegardées sur ordinateur. Bon, ben, elle est obligée de faire le deuil de ces photos qui sont le support du mémoriel qui les lie la personne à du passé. Donc, c'est sûr que si une personne est vivante puis elle passe au-dessus de 90% de son temps à regarder des photos d'elle quand elle était jeune ou elle est nostalgique de son partenaire amoureux qui est décédé aujourd'hui et qu'elle vit en fonction du passé. Donc, à ce moment-là, la personne n'est pas disponible à ce qui se passe dans le ici et maintenant. Donc, elle est coupée du réel. Et pour se libérer de cette charge mémorielle qui la rattache à du passé, ben, c'est sûr que l'esprit peut créer un scénario dans lequel la vie de la personne est confrontée à la perte d'une pléthore, d'une grande quantité de souvenirs qu'elle avait accumulés sciemment au fil du temps. Les événements chocs, naturellement, ça peut être quelqu'un qui vit un accident de travail où il perd un membre, une personne qui se fait violer, une personne qui apprend qu'elle est gravement malade, et ainsi de suite. Ça, c'est les événements qui peuvent amener un changement au second niveau. Quelqu'un, d'une manière psychologique, peut dire, dans le fond, je vais créer des chocs dans ma vie en faisant un voyage dans une autre destination pour sortir de ma zone de confort. Si la personne fait ça avec un esprit d'ego psychologique, elle demeure quand même en contrôle. Tandis que si la personne est obligée de changer de pays malgré elle parce que le pays dans lequel elle vit depuis son enfance est en guerre et que la personne ne l'a pas choisi, dans une certaine mesure, ça peut être un événement à caractère initiatique. C'est sûr que là, pendant que je vous parle, dans le fond, c'est parce qu'il y a plusieurs niveaux de voir les choses. Et le danger, c'est de l'interprétation par rapport à un phénomène collectif. Dans le sens que si, par exemple, il y a des gens qui
avant qu'il y ait un conflit qui s'envenime lors de l'année 2022 entre l'Ukraine et la Russie, et que la Russie, au mois de février 2022, attaque, cherche à envahir l'Ukraine. Donc, s'il y a des gens qui viennent de l'Ukraine qui ont quitté le pays pour aller dans d'autres pays, comme le Canada, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une mise en vibration de leur esprit. Parce que ça, c'est en relation avec une situation collective. Ce qui est une mise en vibration réelle de l'esprit, là, c'est en relation avec le fait que des gens en situation clé n'ont pas reçu les pensées ou une personne n'a pas été mise en vibration pour se tasser de la route. Il y a eu un cas dans les médias ici au Québec qui a défrayé la manchette. C'est par rapport à une jeune fille ukrainienne, donc qui a quitté l'Ukraine en lien avec la guerre en 2022 et par la suite elle s'est retrouvée au Québec. Donc, elle a été victime d'un accident de la route qui lui a été fatal. Et le conducteur automobile qui l'a écrasé a déclaré qu'il ne l'avait pas vu. Donc ça, c'est un événement particulier, intéressant à aborder, dans le sens que la personne va, avec sa famille, fuir un pays auquel la personne est confrontée à une menace plausible par rapport à sa vie. Donc, un pays qui est en guerre. Donc, c'est sûr que si l'Ukraine, comme on l'a vu depuis les derniers mois, est bombardée par des missiles, il y a des attaques de drones, il y a des civils aussi qui ont été tués. Bon, ben, c'est sûr que c'est une menace réelle pour la sécurité physique de l'enfant. La personne, par la suite, se retrouve au Canada avec sa famille et elle peut se croire en sécurité. Et par la suite, le drame arrive. Ça peut être intéressant de regarder la situation dramatique à un certain niveau. La situation dramatique, bon, une jeune fille, d'une manière insouciante, joue dans une rue et va, dans le fond, se faire écraser par un automobiliste. Ben, c'est intéressant de regarder, dans le fond, au niveau de son activité mentale. Si l'enfant, parce que dès que quelqu'un commence à réfléchir, il peut être coupé de l'esprit. Est-ce qu'il est en contact avec l'esprit lorsqu'il a vécu l'événement? Ou il est en mode réflexion. Un enfant est en proie avec différentes émotions, il peut réfléchir, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui... ensuite, il y a parce que si on part de la pensée, il vient d'ailleurs. Donc, l'enfant, c'est pas lui qui pense. Il reçoit la pensée comme une station de radio. Puis ensuite, l'automobiliste qui disait, ben, je l'ai pas vu. La personne ne regardait pas nécessairement proche du sol, et ainsi de suite. Est-ce que l'automobiliste pensait à d'autres choses? Donc, il y a plusieurs variables là-dedans. Là. Donc, il y a l'activité mentale des individus concernés. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que vu que je fais allusion à quelque chose qui s'est réellement passé, ce qui serait plus sage dans mon cas, c'est de pas de commenter spécifiquement cet événement, mais de dire tout simplement que l'esprit, dans certains cas, va être bloqué par l'activité astrale. L'esprit peut chercher à passer ou circuler à travers d'autres individus. Mais dans certains cas, il peut être bloqué par l'activité psychologique de l'individu qui est victime d'un accident ou qui va commettre l'accident. Pourquoi? Parce que les gens sont astralisés. Ensuite, il y a des raisons de programmation. Dans le sens que si, par exemple, une mère qui perd son enfant, le fait de perdre l'enfant amène un changement psychique au sein de la mère et l'amène à changer d'état de conscience après avoir vécu une grande tristesse, au niveau d'une atteinte de niveau d'intériorisation plus grand,
l'événement, bien que sur le plan humain, quand on le regarde psychologiquement, est regrettable, a une fonction importante dans la vie de l'individu. Mais le point que je voulais dire, c'est que le danger aussi de la surinterprétation, c'est de dire, bon, à chaque fois qu'un enfant est victime d'un accident sur la rue, ben, le danger, c'est de dire, ben, c'est à cause des oppositions que les parents ont à vivre par rapport à l'esprit que l'enfant de ses parents va mourir pour amener indirectement ses parents à avoir accès à une conscience plus grande en relation avec une capacité de faire un deuil par rapport à quelque chose qui est par rapport à un enfant, c'est un des pires deuils qu'une personne peut avoir à vivre. Donc, en fait, ça me fait penser, c'est un cas réel, il y a quelques semaines, j'avais été, parce que mon frère, il a également une fille, moi j'ai une fille en bas âge, on avait été une rencontre où il y avait de ses amis qui étaient là. Puis il y avait moi, ma compagne, puis c'était un bel événement. Il y avait loué une salle avec des jeux pour les enfants, parce que c'était des enfants en bas âge, donc des couples avec des enfants en bas âge. Puis il y en avait une d'entre elles qui était particulièrement joyeuse. Elle avait un niveau d'euphorie, un état de joie, elle avait un bel enfant, donc de 8 mois. Était sans doute. Puis je percevais sa sensibilité très astrale, psychologique. Et quelques jours après, j'ai appris que son enfant est mort d'un arrêt respiratoire. Probablement que cette personne-là, ce qui m'est venu en tête, c'est que ça l'a changé. Dans le sens, autant où elle pouvait être très enthousiaste, joyeuse, que là, elle va sans doute connaître un effondrement dépressif. Et elle va se développer à un autre niveau. Donc, moi, dans la vie, aujourd'hui, en 2024, c'est sûr, il faut que je fasse attention parce que quand on dit des choses et des implications occultes, des états de joie subjective très grandes, psychologiques, en relation avec l'ego, qui va vivre un certain état d'euphorie, j'en vis pas autant que je pouvais en vivre quand j'étais jeune, ou je suis plutôt méfiant. Donc, mon état que je vais viser dans le quotidien, c'est une espèce d'état de neutralité. En fait, je n'ai pas comme le choix de vivre ça, dans le sens que je suis heureux d'être avec ma fille, mais je suis conscient qu'il ne faut rien que je prenne pour acquis, parce que cette personne-là a perdu son enfant de quelques mois. Ça a sans doute créé un choc. Je ne l'ai pas revu, là, remarqué, là, mais c'est souvent difficile, mais moi, je ne vais pas un état de... Oui, je suis content d'avoir une fille, je l'aime beaucoup, mais je ne vais pas un état d'euphorique comme je pouvais capter si j'étais cette personne-là. Puis des fois, je trouve ça contrariant la vie parce que il y a des gens qui ne sont pas nécessairement habilités au choc ou préparés, puis sont confrontés à des chocs majeurs, tandis qu'il y en a d'autres qui ont des plus grandes capacités d'encaisser ce type de choc-là, mais ils ne vivent pas ça. C'est un petit peu comme quelqu'un, par exemple, sans préparation, il se ramasse au front, puis il y a quelqu'un qui se fait tuer à côté de lui. C'est sûr, si la personne n'a pas eu de formation militaire pendant plusieurs années, puis c'est tout simplement une personne civile, qu'après environ 2 semaines de formation, tu lui donnes une mitraillette entre les mains, puis tu lui dis d'aller au front. C'est sûr que la personne risque d'être en état de choc si elle voit des gens qui se font tuer ou si elle reçoit une balle. Elle n'est pas préparée à ça. Donc, c'est sûr que l'autre qui est un vétéran de la guerre, qui est habitué au choc, dans un certain sens, c'est sûr que c'est en fonction de la capacité d'absorption de chacun. Mais la personne qui est vétéran de choc, d'apprendre qu'un enfant est mort, c'est sûr que surtout si son enfant, ça va le déranger, mais ça n'aura peut-être pas la même amplitude que l'autre qui n'a jamais rien vu puis qui a été hyper enthousiaste par rapport à l'enfant, puis qui est dans une forme de naïveté puis de joie exagérée. Moi, dans mon rapport avec ma fille, je suis très heureux que présentement elle soit en santé, qu'elle soit vivante, mais je prends rien pour acquis. Donc, j'essaie de pas trop
dans le fond, comment dire, me raconter des histoires, ouais, surinterpréter que tout va bien aller dans le futur. C'est sûr que dans la vie, on verra. Puis il y a un adage qui dit qui vivra verra, dans le sens que il faut rien prendre pour acquis. Donc il y a toujours une incertitude par rapport au futur. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, parce que là, je vais revenir sur la thématique, parce que l'un des objectifs quand je fais des enregistrements, c'est d'aller au fond pour explorer un sujet. Comme là, c'est la réflexion et la surinterprétation. Si je demande à mon esprit, à soir, je ne fais pas d'entrevue avec Berthold, mais je fais une entrevue avec mon esprit. C'est sûr que la beauté avec l'esprit, c'est qu'il en fait, quand que je mets en vibration pour communiquer, il est tout le temps là, dans le sens que c'est comme un invité par défaut. Je peux parler facilement en étant en contact avec lui, qui va me donner des idées dans le mental. Donc, je pars du principe qu'en tant que personne, je suis en contact avec une conscience de nature infinie qui a accès à plein d'informations, qui m'en achemine dans le mental, et qu'il va me donner des idées pour, par exemple, tenir un propos qui va véhiculer une certaine vibration, qui va amener certains ajustements vibratoires par rapport à certaines personnes qui peuvent être considérées par écouter l'enregistrement si la personne a une réceptivité psychique en relation avec la vibration qui peut être émise dans le cadre du propos. Donc, si je demande de l'esprit un complément d'information sur la réflexion et le surinvestissement, il me dit, les êtres humains, vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à surinterpréter. Dans un sens, on ne peut pas vous le reprocher parce que vous êtes programmé socialement et aussi en termes de développement temporaire de l'ego à fonctionner ainsi. Mais les choses sont appelées à changer si vous avez à passer une conscience différente. Parce que, ultimement, c'est pas à l'être humain de définir par lui-même le sens dans une optique de logothérapie comme l'a développé Viktor Frankl, de psychanalyse, d'interprétation des rêves ou interprétation des détails de la vie sexuelle ou amoureuse de la personne d'une perspective freudienne pour déterminer des sens ou des mécanismes de défense en opération. L'esprit, ce qu'il me dit, c'est qu'ultimement, c'est à l'individu de savoir en fonction d'une unité psychique vécue en relation avec la conscience vibratoire qui lui éclaire du sens qu'a sa vie malgré lui par rapport à un agenda de nature cosmique qui implique d'autres individus et qui implique des circulations d'énergie. Le sens de la vie de l'individu est en relation avec le sens que l'esprit, de par son essence énergétique, va pulser à travers l'individu, à travers ses pensées, à travers ses actions, dans l'optique d'amener un rehaussement vibratoire. Donc, si l'individu serait coupé de la réflexion du jour au lendemain suite à un choc énergétique important, prenons par exemple un individu qui vit un changement psychologique significatif parce que la personne est heurtée par la foudre, elle vit un choc électrique important, la personne a des électrochocs qui sont branchés sur le cerveau, il y a une décharge d'électricité. Bon, ben ça peut. Les électrochocs peuvent être utilisés en thérapie pour sortir la personne d'un état de dépression. Donc, ou quelqu'un qui est heurté par la foudre ou de l'énergie, si on parle d'un choc vibratoire, la personne, ça le sort d'une mécanicité psychologique qui la lie à de l'astral. L'énergie, c'est un élément qui va amener une réinitialisation du cerveau, de certaines structures, de neurones. Ça, c'est au niveau biologique. Mais l'énergie aussi déloge des éléments astraux. L'énergie qui circule dans le mental de l'individu va amener une mutation de son comportement, son rapport à la réalité, et va progressivement œuvrer pour effacer la tendance à la surinterprétation. Donc, quelqu'un qui a tendance à surinterpréter
c'est quelqu'un qui, en réfléchissant, va s'appuyer sur des formes mémorielles ou religieuses. Quelqu'un qui est dans la religion va dire, ben, si la personne perd un enfant en bas âge, donc qui meurt, qui décède, c'est une punition de Dieu. C'est pas nécessairement le cas. Est-ce que l'esprit donne des punitions? La réponse c'est non. Par contre, l'esprit crée des situations, des événements qui amènent des ajustements vibratoires. Mais est-ce que, dans le fond, c'est en relation avec l'esprit, le fait que des gens vont connaître la mort de l'enfant? À un certain niveau, oui, parce que si l'enfant n'a pas dans le mental l'idée de se retourner, ou si le parent n'a pas l'idée d'aller voir l'enfant alors qu'il est sur le point de s'étouffer, puis ça amène la mort, ben, il y a à ce moment-là une non-induction d'informations dans le mental de l'individu pour changer la nature de l'événement. Mais tout ça, c'est compliqué. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que c'est du cas par rapport aux événements chocs. Ce que ça me dit, c'est que l'individu a à vivre sa vie. S'il voit que la vibration est plus là de faire un mouvement, de ne pas faire un mouvement, de suivre ça, puis c'est intelligent. Mais l'affaire de cette intelligence, c'est pas lui qui le décide dans cette optique-là. L'individu, en réalité, son rôle, c'est de suivre un mouvement énergétique sans réfléchir intellectuellement. Mais c'est très difficile. Parce que l'ego aime ça, avoir le sentiment d'être au contrôle de sa vie. Il aime ça comprendre le pourquoi du comment. Ben, je vais parler de moi-même, c'est mon cas. Je cherche à comprendre le pourquoi du comment des choses, puis ça me dit souvent intérieurement, ben, vis ta vie, l'analyse paralyse. Si tu cherches toi à savoir le comment du pourquoi, puis tu réfléchis à ça, tu vis pas ta vie, tu passes pas à l'action, et tu passes à côté d'opportunités, puis pendant ce temps-là, ben, ta vie passe. Donc, ça me garde dans une dynamique de la procrastination. Mais le propos ici, c'est pas d'être dans l'impulsivité non plus. C'est d'être dans une justesse, d'être capable de suivre une vibration, puis de mettre fin au moment de mettre fin à quelque chose. Cesser quand c'est approprié une action ou l'entamer quand c'est approprié, mais dans la perspective de la conscience supramentale, c'est pas l'ego qui décide. Donc, c'est comme un système où le signal de départ pour une course n'est pas déterminé par l'individu, le signal d'arrêt non plus. C'est de fonctionner avec des paramètres qui échappent à l'ego. Mais c'est ainsi. C'est ça la grande affaire. Sinon, par rapport au sujet abordé, ben, à un moment donné, je vivais un état de colère mentale alors que je discutais avec quelqu'un. Donc, je discutais avec une personne qui disait, ben, l'un des agendas qui est promu par les élites, c'est naturellement d'amener les gens à ce qu'ils se parlent plus et en réalité, les gens passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux d'une manière virtuelle avec des gens un peu partout sur le web au détriment des interactions directes avec les membres de la famille. Et ça ferait partie d'un agenda mondialiste qui vise la destruction des familles pour faire en sorte que l'individu soit fragilisé et de plus en plus sous emprise et sous influence du web, car désinvestissant les rapports familiaux pour mieux investir sa relation avec la dimension virtuelle. Donc, les sites web, les réseaux sociaux et être sous l'emprise d'algorithmes qui lui suggèrent, il conditionne quoi écouter, avec qui interagir sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite.
Donc, en fait, ce que j'ai dit à la personne, c'est que c'est sûr que des entreprises multinationales qui ont intérêt à ce que les gens passent un maximum de temps sur la plateforme pour visionner des vidéos ou un maximum de temps sur leur site de réseaux sociaux pour être en contact avec des gens. Pourquoi? Ben, parce que ça leur permet, à travers ces activités, d'exposer les gens simultanément à des publicités. Et plus que les gens sont exposés à des publicités, plus que ces plateformes-là peuvent faire de l'argent. Donc, leur objectif, c'est pas nécessairement de détruire les liens familiaux, mais c'est tout simplement à la base que les gens soient exposés à un maximum de publicité et que les gens transigent avec d'autres personnes à travers les réseaux sociaux parce que en faisant ça, ben, ils servent d'intermédiaires et en servant d'intermédiaire, ben, expose la personne à des publicités auxquelles elle ne serait pas exposée si, par exemple, une personne parle à un membre de la famille en se promenant sur la rue, en allant directement chez elle ou par téléphone, plutôt que de passer par un site web. Donc, l'idée de certaines plateformes de devenir des intermédiaires médiatrices entre des gens, c'est à quelque part de tirer profit de cette situation d'intermédiaire pour exposer les parties concernées, donc les deux personnes par exemple qui échangent via un site de réseaux sociaux, surtout si le site est gratuit, à les exposer à des publicités et à prélever des données par rapport à eux. Donc c'est sûr que oui, il peut y avoir des sites de réseaux sociaux qui sont l'opportunité pour des groupes de pays d'espionnage de prendre des informations par rapport à des gens un peu partout. Donc, si on pense à la CIA qui va recueillir des informations, entre autres, sur Facebook, qui permet le fichage d'individus un peu partout dans le monde, c'est sûr que ça facilite sa surveillance si les gens eux-mêmes, dans le fond, laissent des traces de leur conversation à travers des messages textos, à travers des vidéos qu'ils vont faire entre eux, et ainsi de suite. Donc, ça permet de recueillir des informations, d'établir des profils de clients. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui travaillent pour ces multinationales ont une intention délibérée de détruire le tissu social de la famille nucléaire qui était très présent en Occident et d'amener des gens morcelés un peu partout dans le monde. Il faut faire attention. Donc, il faut faire attention avant de surinterpréter des menaces. Puis il y en a qui ne se concrétisent pas. Je pense entre autres à un lanceur d'alerte québécois qui a dit sur le web qu'il y avait un plan qui se déroulait au niveau international en lien avec le Forum économique mondial qui cherche à influencer les politiques des différents pays. Et qu'il y avait un plan à l'effet que le but, c'est que les gens ne possèdent rien et qu'ils soient heureux, comme le déclaré Klaus Schwab, qui est un des dirigeants du Forum économique mondial, et que pour y arriver, c'était d'amener les gens à faire des faillites et de perdre, entre autres, leur maison. Et pour y arriver, qui fasse faillite, c'est tout simplement créer un contexte qui fait en sorte que les taux d'intérêt soient tellement élevés que les gens ne soient plus en mesure de rembourser leurs dettes par rapport à des achats de maisons. Et cette personne-là annonçait que le taux d'intérêt directeur du Canada n'allait pas baisser pour le 5 juin et que les médias de masse, donc au Québec, qui annonçait que le taux directeur fixé par la Banque du Canada allait baisser pour le 5 juin 2024. C'était de la désinformation. C'était pour manipuler les gens, créer des faux espoirs. Mais en réalité, ce qui est arrivé, c'est que le taux d'intérêt a bel et bien baissé de 0,25% pour être rendu à 4,75%. Donc, il faut faire attention dans l'interprétation.
Et le danger de surinterpréter, parce que le mandat en tant que tel de la Banque du Canada, c'est tout simplement de garder l'inflation. Pourquoi que je parle du Canada? Parce que présentement, je vis au Canada, là, dans la province de Québec. Donc, le mandat de la Banque du Canada, c'est tout simplement de garder l'inflation aux environs de 2%. Et dans cette optique-là, rehausser le taux d'intérêt au besoin. Donc, il y a quelques années, naturellement, le taux d'inflation était beaucoup plus haut que 2%. Et comme le taux d'inflation dans les derniers mois s'est mis à baisser, donc on parle d'un taux d'inflation de 2,7% pour le mois d'avril 2024, de ce que j'avais lu, si je ne me trompe pas. Bon, ben vu que ça a baissé, ben eux autres vont baisser le taux d'intérêt qui vont rehausser tout simplement pour diminuer l'inflation. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. L'inflation a diminué, ont diminué leur taux d'intérêt, ce qui est leur politique officielle. Tandis que s'il y avait un agenda caché d'amener des gens à la faillite, parce qu'il y a des gens qui avaient contacté des prêts hypothécaires, prenons par exemple quelqu'un qui a une hypothèque à 2%, puis du jour au lendemain, en quelques mois, en fait, le taux d'intérêt a passé de 0,5% de la Banque du Canada à 5%. Ce qui est énorme en quelques mois, il y a quelques années. C'est sûr que la personne qui, elle a un taux d'intérêt qui comporte, par exemple, l'institution financière, souvent, ça va être un peu plus haut que le taux de la Banque du Canada. Et c'est sûr que si la personne elle a un taux d'intérêt à 2%, puis le conseiller financier dit, au cas où que ça augmente un peu, 2,5, 3%, c'est important en marge de manœuvre, mais le conseiller financier n'évalue pas que au moment du renouvellement, ça va être un 7% de taux d'intérêt. Ça risque d'amener la personne dans le pétrin par rapport à ses paiements hypothécaires, surtout si la personne commence à payer par rapport à la valeur d'une maison. En effet, ça peut l'amener la personne à faire faillite dans certains cas. Si elle n'a pas la marge financière pour faire face à ce rehaussement de taux-là. Mais en fait, ce scénario-là, où ce que le taux allait rester stable ou même augmenter, dans l'optique d'amener plein de familles au Québec, au Canada à faire faillite dans les prochaines semaines, ne s'actualise pas. Donc, le danger, c'est de surinterpréter le rôle de la Banque du Canada ou de l'interpréter d'une manière plus machiavélique que ça peut l'être. Parce qu'on a vu ici, à travers les faits, que la Banque du Canada a baissé le taux d'intérêt, tandis que si elle avait vu vraiment mettre les gens en faillite pour qu'ils ne possèdent rien, puis qu'il y a un écroulement économique qui se produise au Canada, elle aurait tout simplement eu à garder le taux d'intérêt à 5% ou encore pire, l'augmenter à 7, 8, 10%. Puis là, créer une crise qui aurait amené, dans le fond, si cette crise-là aurait été mise en place aussi dans différents pays occidentaux, la possibilité d'une refonte du système économique mondial avec l'apparition d'une économie mondiale qui servirait à remplacer celle des États-nations. Qui, dans le fond, a plongé les pays dans une crise financière et amené l'apparition, entre autres, du revenu minimum garanti comme mesure potentielle de contrôle social, dans le sens que pour se qualifier, une fois que la personne a fait faillite, pour avoir accès au revenu minimum garanti, pour avoir un montant d'argent qui rentre, qu'elle puisse habiter, etc., qu'elle soit soumise à l'agenda mondialiste en ayant des comportements éco-responsables d'une perspective d'un agenda qui est imposé aux nations. Certes, il y a des gens qui cherchent à imposer un agenda mondialiste, je ne dis pas le contraire, mais le danger, c'est la surinterprétation de la menace. C'est comme l'année passée, lors de l'année 2023, j'écoutais sur le web des lanceurs d'alerte qui disaient que la banque... en fait, par rapport aux États-Unis, donc le pays était sur le bord d'une situation de défaut de paiement si le plafond de la dette n'était pas rehaussé. Et si le plafond de la dette c'était un dilemme cornélien qui était présenté par les lanceurs d'alerte, donc si le rehaussement du plafond de la dette est rehaussé,
À ce moment-là, le pays s'endette davantage, ce qui l'amène à être fragilisé sur le plan financier, ce qui pourra occasionner une crise financière sans précédent. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas pelleter tout le temps éternellement en avant le moment du remboursement de la dette ou de sa diminution. Mais bon, ça a l'air que ça peut se faire éternellement pour les Américains, parce que cette crise-là, c'est pas actualisé alors que le montant était rehaussé. Ou sinon, il disait, s'il y a un refus de rehausser le plafond de la dette, ce qui peut arriver, c'est que les États-Unis se ramassent en défaut de paiement et que ça occasionne aussi une crise financière. Mais finalement, le plafond de la dette a été rehaussé encore une fois aux États-Unis, alors que ça fait plusieurs décennies que ça se produit et ça fait environ 1 an que cet événement a eu cours. On est en 2024 et il n'y a pas eu de grande crise là, aux États-Unis, là, plus grande que la crise de l'effondrement de la bulle immobilière en 2008 ou la crise de 1929. Donc, il y a des gens qui surinterprétaient encore une fois la menace. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas sous-interpréter non plus la menace, ce qui est le cas contraire. Mais le danger de la réflexion, c'est ça. Donc, dans la période dite de pandémie, les médias officiels ont véhiculé un narratif en relation à ce qui se passait par rapport à un virus. Il y a eu des médias alternatifs qui ont contesté le narratif, qui ont pris de l'ampleur. Et là, ce qui arrive, c'est que une fois que cette période de crise intense est passée, les médias alternatifs qui sont habitués à avoir des grandes cotes d'écoute, ils ont un mécanisme de survie, ils ont un instinct, eux autres, ils veulent continuer à conserver leur auditoire. Puis là, pour conserver l'auditoire, il faut qu'ils trouvent des histoires sensationnalistes qui vont créer des chocs, qui vont créer des peurs. Donc, c'est facile. En pleine période dite de pandémie, selon le narratif officiel dans les médias, de faire miroiter des menaces graves aux droits et libertés, alors que la personne au Québec est dans une situation de couvre-feu où on l'empêche d'avoir accès à certains commerces car n'étant pas adéquatement injecté. Donc, si la personne vit des mesures extrêmes de répression sociale, la personne, à ce moment-là, de lui dire qu'on se dirige vers un nouvel ordre mondial où il va y avoir une mise en place d'une dictature technologique. Donc, à ce moment-là, la personne peut être ouverte à ça, compte tenu de ce qu'elle observe concrètement dans son quotidien. Donc, si la personne voit concrètement dans son quotidien des contradictions évidentes entre des propos tenus par des soi-disant experts dans le domaine de la santé, des changements de cap rapides entre des responsables gouvernementaux qui, d'une journée, disent une chose, puis ensuite, ils disent l'autre chose, par exemple, par rapport au port du masque, et ainsi de suite, la personne peut se poser des questions. Et par rapport à l'apparition des leaders d'opinion dans les soi-disant médias alternatifs. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des choses étranges qui se sont passées pendant la période dite de pandémie. Les journalistes des médias officiels, dans le fond, dans certains cas, ont été complaisants avec les autorités gouvernementales en relayant tout simplement le discours des officiels gouvernementaux en faisant du copier-coller. Donc, reporter le propos des dirigeants sans avoir un esprit critique, sans remettre en question le discours officiel, et comme ne faisaient pas à ce moment-là ces gens-là le travail journalistique, en étant généreusement financés, subventionnés sous le respirateur économique gouvernemental, qu'est-ce qui est arrivé? S'ils font pas le travail, il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y a des gens dans les médias alternatifs qui ont fait un travail intéressant de remise en question, sauf qu'une fois cette période-là de trouble passée, les gens qui étaient habitués dans les médias alternatifs d'avoir des grosses cotes d'écoute, il faut qu'ils trouvent d'autres situations à caractère choc qu'ils vont exposer pour avoir des cotes d'écoute. Ça fait partie de leur instinct de survie. Un enfant qui est habitué d'avoir de l'attention en parlant d'un sujet, à un moment donné, un sujet est plus à mode, qu'est-ce qu'il va faire pour avoir de l'attention? En fait, je dis parler d'un sujet, ça peut être de tenir des insultes. Donc, un enfant qui va faire réagir d'autres enfants les insultant, alors créant des chocs émotifs,
en les intimidant. À un moment donné, une insulte ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une autre insulte, une autre injure pour avoir l'attention de l'autre enfant, puis le déstabiliser. Ben, c'est un petit peu le même principe avec les médias alternatifs. En cette année 2024, en tant qu'individu et observatoire de ce qui se passe dans les médias officiels alternatifs, eh bien, moi, je suis de l'avis, je prends en considération différentes perspectives. Je ne suis pas un adepte des médias officiels ou alternatifs, mais je réalise qu'il y a plusieurs personnes dites lanceurs d'alerte qui cherchent à créer, à travers certains propos, des chocs au sein d'individus pour avoir leur attention. Sauf que le danger, c'est qu'ils surinterprètent des événements comme étant des menaces, en s'appuyant pas sur des faits ou en distorsionnant certains faits ou en extrapolant trop dans la perspective de la pente fatale par rapport à l'avenir. Ça, c'est moi en tant qu'individu qui va observer des choses comme ça. Donc, tout ça pour dire quoi? Il faut en prendre puis en laisser par rapport à tout ce qui peut être dit dans les médias officiels, alternatifs, ainsi de suite. Donc, réflexion et surinterprétation, c'est un risque pour toute personne qui va fonctionner d'un mental psychologique. Est-ce que la personne qui fonctionne d'un mental vibratoire avec un contact avec l'esprit ne sera pas manipulée par l'esprit? La réponse c'est non. L'esprit c'est un manipulateur, car si l'esprit dirige certaines pensées plutôt que d'autres pensées dans le mental individuel, c'est une forme d'orientation. Qui dit orientation d'une perspective dans le mental de la personne, dit influence. Donc, tout ça pour dire quoi? Il faut faire preuve d'esprit critique. J'en ai fait souvent, dans le fond, la promotion à travers mes vidéos. Puis je continue encore. Ce que ça me dit intérieurement, c'est de pas trop réfléchir par rapport aux contrariétés existentielles qui s'inscrivent dans un cadre, par exemple, de processus de vieillissement ou de vie en société. Les contrariétés, en réalité, qui sont fondées sur des oppositions vibratoires réelles qui proviennent de l'esprit, amènent un changement psychique au sein de l'individu. Pour savoir si une contrariété cherche à changer le taux vibratoire d'une personne, c'est pas très compliqué. C'est que si vous voyez qu'après avoir été affecté à cette contrariété-là, votre taux vibratoire est plus pareil et qu'il est rehaussé, c'est que la contrariété est en relation avec une opposition énergétique où l'esprit passe à l'unisson avec l'événement pour vous changer intérieurement. Donc la contrariété, si c'est un événement sur le plan physique qui amène un changement dans votre rapport à la réalité physique, amène simultanément un changement dans votre réalité intérieure. Comment faire la distinction entre les deux? Bonne question. Parce que vous pouvez vivre une confrontation par rapport à quelqu'un qui vous tient des propos qui vous remettent en question. Ce qui est bien comme explication, c'est que si les propos de la remise en question, lorsque la personne les reçoit, elle sent que derrière les propos, il y a la signature vibratoire de son esprit ou que la vibration de la contestation rehausse le niveau psychique. La personne est obligée de reconnaître que les propos sont à l'unisson avec son esprit, donc on peut évaluer que c'est des propos qui ont une portée initiatique qui l'amènent à connaître un changement au second niveau sur le plan vibratoire. Tandis que si la personne est confrontée à des oppositions par rapport à ce qu'on va dire en québécois, une personne qui chiale, qui fait de la critique pour de la critique, ça n'amène pas de changement vibratoire. Ça n'amène rien de créatif. Tu sais, toute critique ou tout propos a toujours une amplitude énergétique. Je pourrais passer du temps à élaborer. Dans certains cas, une critique est justifiée, dans d'autres pas. Comment faire la distinction? C'est toujours la vibration qui est derrière. La critique qui est fondée va amener un ajustement créatif, tandis que l'autre, c'est une critique qui va être souvent dans l'ordre de l'attaque personnelle plutôt que de l'ajustement vibratoire. Ça, c'est une façon de le décoder. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin encore que ça? La réponse, c'est oui.
La réponse, c'est que la personne qui est capable d'œuvrer à unisson avec l'esprit sans être confrontée à des résistances psychologiques qui proviennent de son affiliation à son ego par rapport à la pénétration d'énergie astrale qui l'amène à réfléchir ou à surinvestir des réflexions, la personne qui apprend à se détacher de ça ou qui en est détachée va avoir un mental disponible dans le ici et maintenant à recevoir ce qui est dit, être capable de percevoir avec clarté la teneur énergétique derrière le propos. Quelqu'un peut, dans certains cas, recevoir le commentaire « Ben, tu as fait un bon enregistrement aujourd'hui. Je trouve ça intéressant, ça m'amène à aller plus loin. » La personne peut avoir la vibration que c'est le cas. Ou ça peut dire ben, « L'autre, il cherche à te faire plaisir, il cherche à t'encourager. » Ce qui n'est pas pareil. Quelqu'un peut faire un commentaire dans une optique de motivation psychologique, tandis que quelqu'un peut faire un commentaire dans une optique d'un partage, d'une perception vibratoire qu'il a avec sincérité. C'est différent. La vibration est différente. Puis quelqu'un aussi peut mal s'exprimer dans son propos, mais que l'autre peut décoder que derrière ces nombreuses fautes qu'il fait en écrivant, il y a un respect sincère pour sa personne, tandis que l'autre écrit d'une manière impeccable, avec un beau vocabulaire technique, sauf que il se masturbe psychologiquement avec les mots, puis son optique, c'est pas de faire le partage d'un savoir, mais plutôt de l'étalage en présentant des formes dans l'optique de se mettre en valeur et d'aller chercher une espèce d'autorité. Quelqu'un peut chercher une autorité en utilisant des formes, ce qui est très différent de l'utilisation des formes dans une optique de clarté et de précision pour que la forme soit au service de la vibration, plutôt que de se servir de la forme pour se donner une autorité en lien avec un ego et un orgueil psychologique. Démarche très différente. Mais tout ça pour dire quoi? Ben, pour capter la vibration de l'esprit, il faut avoir de l'esprit. C'est un peu circulaire. Puis pour avoir de l'esprit, il faut vivre l'initiation, être initié par lui. Puis pour être initié par lui, ben, il faut contenir des fortes charges d'énergie. Donc la personne auquel je faisais allusion tantôt, qui a perdu un enfant de quelques mois, qui est décédé, ça risque de changer sa vibration en esti fortement. Donc ça amène des mutations énergétique. Même chose pour la personne qui... Imaginez la mère de famille qui quitte l'Ukraine pour pas que sa fille meure dans la guerre. Il y a une bavure de guerre comme une balle perdue, puis finalement elle meurt au Québec. C'est sûr que ça a dû créer une grande tristesse, un choc. Là, c'est moi qui réfléchis, tout est reçu sur le récipient, chaque réaction est unique, mais le point, c'est qu'il y a des événements dans la vie, dans certains cas, qui ont pour fonction d'amener des changements vibratoires, puis pour que les individus les détectent et les décodent réellement, c'est qu'il va percevoir une charge d'énergie qui est en relation avec eux, où l'esprit passe simultanément que l'ego les vit, et ça va amener l'ego à changer à un second niveau. Sur le coup, certains événements peuvent être très souffrants, mais avec le recul, l'ego est obligé de reconnaître que l'événement l'a amené à changer à un autre niveau, puis aujourd'hui, ben, il y a plus d'envergure vibratoire qu'il y en avait avant, il y a plus de volonté, il y a plus d'intelligence, il y a plus de puissance dans sa parole, il est moins gnangnan, il est moins spiritualisé, il y a une plus grande combativité psychique, et ainsi de suite. Bref, les événements oppositionnels liés à l'esprit servent à forger l'ego, tandis que les événements oppositionnels qui sont liés à l'astral cherchent à détruire l'ego, le mettre en boîte, non pas pour le rendre plus fort, mais pour l'écraser dans une optique de garder une emprise sur lui, ce qui est très différent. Donc, c'est une emprise d'assujettissement. Sinon, il y a des événements qui ne sont pas derrière une intentionnalité derrière de conscience astrale ou vibratoire, c'est tout simplement des événements circonstanciels qui sont en relation avec les lois de la physique, comme par exemple, il va faire plus froid au Québec de par sa position nordique qu'il va faire froid au Mexique, qui est plus au sud, qui est plus proche de l'équateur. Donc, c'est tout simplement une constatation en relation avec des activités associées au climat. C'est pas plus compliqué que ça.
Bon, je vais compléter cet enregistrement-là à présent. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.